pour parler de la matrice actuelle, qui, de mon point de vue, est la même de la 6e à la terminale, mais qui, dès la rentrée prochaine, n'aura plus, il y aura, à la rentrée prochaine, il y aura 2 matrices en fait. Celle qui se déroulera du CP à la 3e, et celle qui se déroulera de la seconde à la terminale, c'est-à-dire l'ancienne, si j'ose dire. Donc, la chronologie, vous savez, tout ce qui n'est pas expliqué par la rationalité est expliqué souvent par la chronologie. C'est Bachelard qui disait ça mieux que moi, mais j'y crois vraiment. Bien. Donc, une chronologie. Alors, lorsque nous avons écrit les programmes, je vous rappelle que ça a démarré en 2006 et que ça finit en 2010, il y a eu, comme disent les astronomes, voire les astrologues, une conjonction des planètes extraordinaire. Pour la première fois depuis très très longtemps, on nous a demandé, dans un temps court et dans le bon ordre, de réécrire pour le second degré les 3 programmes qui, entre guillemets, pilotent ou qui réglementent l'activité des professeurs de PS. Ça a été très favorable parce que en 2006, lorsque j'ai reçu la lettre de mission de cadrage pour écrire avec un groupe, évidemment, je n'ai pas fait tout seul, les programmes de collège, c'était parce qu'il fallait remettre les programmes, les anciens programmes, au goût du socle de la loi Fillon de 2005. Je rappelle, loi Fillon 2005, qui a été remplacée par la dernière, et socle de 2006, qui a été remplacé par le dernier de 2014. Donc vous voyez cette chronologie. 2009, et après, vous voyez très bien, on a réécrit les programmes du lycée, en grande harmonie avec ceux du collège. Le groupe de pilotage, c'est mon excellent collègue et ami Jean-Pierre Barré. 2009, il s'est mis en chantier parce qu'en 2008-2009, il y avait la rénovation du bac professionnel, dans la voie professionnelle. On passait, je vous rappelle, mais je ne passe pas rapidement là-dessus, avant il y avait un CAP en 2 ans et un BEP, et il y avait un BEP en 2 ans et un bac pro en 2 ans. Il y a eu, entre guillemets, la suppression du BEP pour la création d'un bac pro en 3 ans. Je parle sous le contrôle de Yves qui est plus au fait que moi là-dessus. Donc en fait, les programmes de la voie pro ont été déclenchés aussi par quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire la rénovation de la voie pro. En 2009-2010, il y a eu la réforme du lycée qui a amené la réécriture des programmes, et pas seulement de PS, de tous les programmes. Donc vous voyez, ce fut davantage des facteurs extérieurs institutionnels qui ont enclenché la réécriture de nos programmes. Mais ça a été fait dans le bon ordre. Je vous rappelle, dans la situation antérieure, en 2006, il y avait des programmes de lycée qui avaient été pondus en 2001, 2002, pilotés par Gilles Klein. Il y avait des programmes de la voie pro qui avaient été aussi écrits en 2001. Et il y avait des programmes de collège qui avaient été écrits, si mes souvenirs sont bons, en 96, 97, 98. Vous voyez, il y avait des incohérences. Et on était parti d'une situation assez intéressante, mais assez illisible, c'est que les programmes de l'école primaire et les programmes de lycée se ressemblaient assez, avec la même matrice, et entre les deux, le collège qui avait été fait avant avait une matrice totalement différente. Donc c'était vrai, et c'était pas simple de voir cette continuité, cette cohérence, cette lisibilité, et on nous en a fait le reproche. Hein. Et là, alignement des planètes, formidable, ça s'est passé dans un temps court et dans le bon ordre. Bien. Alors, ça s'est fait aussi, donc la première chose à comprendre, c'est qu'il y a eu une impulsion extérieure. Contrairement à ce que j'ai pu voir écrit dans certaines presses, c'est pas l'inspection générale et son doyen qui, un jour, en se rasant, se sont dit « Ah ben, on refait les programmes ». Bon, évidemment, nous,
On aurait bien aimé refaire les programmes, mais c'était pas notre sujet. Mais on a eu, encore une fois, une chronologie très intéressante. C'est l'institution qui nous a demandé, à la fois pour coller au socle de 2006, à la réforme de la loi pro et au lycée, qui nous a dit, voilà, il faut faire. Et il nous a pas dit quartier libre, feuille blanche, carte blanche, non. Elle nous a donné un cahier de charge. Un cahier de charge que je dois dire, en ce qui concerne le collège, beaucoup plus léger que le cahier de charge que les collègues qui ont eu à pondre les derniers projets de programme ont eu à suivre. Nous, dans la lettre qui m'a été donnée en 2006, il y avait trois choses. Mais je crois qu'il est très important de les connaître. Le ministre de l'époque, c'est M. de Robien, dans sa lettre, qu'il a fait faire évidemment par son cabinet, demandait à l'EPS à ce qu'elle soit lisible, qu'elle évite la technicité et le jargon, pour tout dire, et que les programmes soient courts, ramassés. À toutes les disciplines, il avait demandé, et évidemment lié avec le socle. À toutes les disciplines, ils ont demandé à peu près la même chose. Il n'y a qu'en EPS où on m'a demandé que ça soit lisible et non jargonnant. C'est quand même, je veux dire, un signe. Donc de l'extérieur, vous voyez, les décideurs, l'institution, trouvaient que nos programmes étaient trop longs, en fait, étaient trop techniques, étaient trop jargonnants. Et n'étaient pas articulés au socle, évidemment, puisqu'il n'existait pas avant. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant. Intéressant de... Bien. Alors, la conception et une rédaction explicitement pilotée, la matrice actuelle dans les trois programmes n'a pas été écrite par l'inspection générale. On s'est entouré évidemment non pas d'experts et de collègues qui avaient des idées et des compétences qui au lycée, en voie pro et en collège, mais le pilotage a été fait par l'inspection générale. C'est ce qui explique peut-être, si vous voulez, cette unité de plume, voire de conception. Le groupe collège, je l'ai piloté, le groupe voie professionnelle, c'est Jean-Pierre Barvé, et le groupe lycée, je l'ai piloté. Donc c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une même plume, on va dire, et une même conception. Ce qui a facilité grandement les porosités et les liens entre ces trois programmes, bien évidemment. Bien. Nous ne sommes pas partis de rien, contrairement à ce que disent certains, même si nous n'avons pas fait, et c'est vrai, c'est dommage de ne pas l'avoir fait, mais, comment dirais-je, une évaluation, une analyse systématique et exhaustive de ce qu'avaient produit les programmes de 96, 97, 98, mais nous avions suffisamment d'éléments, grâce aux observatoires académiques, grâce par exemple à tout ce qui nous remontait, grâce aux IPR, auxquels je veux rendre hommage ici, et Odile, tu reçois tous les hommages de l'ancien doyen que tu partageras avec tes collègues, grâce à tout ce que nous disaient les collègues IPR, à la suite de leurs 5000 et 5500 inspections par an. Bon, ce n'est pas rien, certes, c'est pas formalisé, ainsi de suite, mais nous ne sommes pas partis dans de l'idéologie de la théorie pure. Bon, alors qu'est-ce que c'était que ces constats? Alors, une EPS très disparate, selon les collèges. Je vous rappelle que les programmes de collège de 96 avaient 3 niveaux de compétences, les générales, le groupe et propre et spécifique, propre à chacune des activités. D'ailleurs, à l'époque, ça avait posé 3 grands problèmes à certains qui critiquaient justement le fait que nous ayons plein de compétences. Là, il y avait 3 niveaux. Et on constatait que pour une même activité, le fait que ce soit les collègues en équipe, voire parfois tout seul, qui écrivaient les compétences, amenait quelque chose de très très disparate. Donc ça, c'était un premier constat. On s'en est aperçu lorsqu'on a construit nos compétences attendues. Je dirai tout à l'heure comment on a fabriqué les compétences attendues actuelles,
mais on a demandé, pour aller rapidement, un certain nombre de collègues, et peut-être que dans la salle, certains ont contribué, qu'est-ce qu'ils obtenaient après tant d'heures de pratique dans telle activité. Et là, on a eu des réponses très très disparates. Très très disparates. Parce que bien évidemment, et c'était normal, c'était à chaque équipe d'écrire les compétences spécifiques, d'écrire ce qu'ils attendaient quand ils utilisaient telle ou telle activité. Donc, quelque chose de disparate. Donc, quelque chose de très difficilement comparable. Très difficilement comparable. Et ça, je pense que c'est un problème. C'est un problème pour la discipline. Que de ne pas pouvoir dire à un moment donné, alors c'est peut-être pas un problème pour chacune des équipes dans les quotidiens de chaque terrain. Mais au niveau institutionnel, c'est très difficile de dire à quoi sert cette discipline si on n'a pas des résultats comparables au niveau national. Là, je vous avoue que pas simple du tout. Je vous raconte une anecdote. Une fois, un des ministres me dit, Monsieur le doyen, est-ce que vous pouvez me dire combien il y a d'élèves qui savent nager dans nos collèges et nos lycées? Bon, je lui ai dit, vous savez, Monsieur le ministre, c'est une bonne question, elle est intéressante, mais nous avons compris qu'on n'avait pas les éléments. On n'avait pas les éléments de recueil, et même à supposer qu'on ait les éléments de recueil, chaque équipe, quasiment, avait sa définition du savoir nager, qui était, j'allais dire, recevable. Hein. Donc, c'est qu'on on avait devant nous des éléments donc peu quantifiés, mais peu comparables. Et ça, c'est vraiment une difficulté. Et je pense qu'un des enjeux de l'EPS, quels que soient les programmes qui vont venir, hein, parce que les plus jeunes d'entre vous ici en verront certainement passer encore quelques moutures, c'est vraiment de rendre l'éducation physique et sportive, en tout cas au niveau de ses résultats, des acquisitions de nos élèves, de la poursuite de ces objectifs, la plus quantifiable possible. Je sais que c'est très difficile, mais une discipline qui ne s'évalue pas au niveau national est, je pense, en danger. Elle est en danger parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de dire à quoi servent les deniers qui sont mis dans l'enseignement de cette discipline. Et ensuite, c'est dangereux parce que quelqu'un d'autre que nous pourrait aussi, enfin que nous, que vous, pourrait aussi évaluer les choses à notre place. Hein. C'est ce que ne demande pas de faire d'ailleurs certains groupes. J'y reviendrai tout à l'heure. Bien. On a fait un constat aussi de voir que, je vous parle donc en 2006, on avait une éducation déséquilibrée au niveau de l'offre. On regardait les programmations analysées par les observatoires académiques, on voyait qu'à 66-70%, c'était, si j'ose dire, le règne des activités d'affrontement et des activités de performance mesurées. 66%, 70%. Et on s'apercevait que le reste, donc les 33 ou les 30% restants, se répartissaient souvent par des activités, j'allais dire, de débarrassement. On faisait un peu de danse, un peu de lutte, un peu de ceci, un peu de cela, mais globalement, le cœur des parts de marché, c'était les activités d'affrontement, qu'elles soient individuelles ou collectives, avec un outil ou sans outil, sur plancher, sur gazon ou n'importe quoi, et les activités de performance mesurée, avec le gros pompon pour l'athlétisme, et dans l'athlétisme, le gros pompon pour ce qu'on appelait à l'époque la course d'endurance ou les 20 minutes. Ça, c'était un constat. Bien. On faisait aussi un constat d'une EPS masculine, quand même. On s'apercevait que par rapport à des indicateurs comme les résultats au DNB, le nombre de dispenses, le nombre d'élèves qui participaient aux sections sportives ou qui venaient à l'AS, on s'apercevait que notre éducation physique et sportive était plutôt au service d'élèves plutôt masculins, si j'ose dire, en bonne santé, faisant même une activité physique à l'extérieur. Je l'ai souvent dit, je l'ai écrit même, la cible que l'on avait, et qui n'est peut-être pas la cible prioritaire quand même, c'est le petit mâle de 13-14 ans, en bonne santé, et qui fait une activité sportive à l'extérieur. Quid de ceux qui ne font pas d'activité à l'extérieur, et il y en a, et vous le savez, de plus en plus
au fur et à mesure que l'on arrive vers la troisième, a fortiori lorsqu'on arrive vers la terminale. Quid de nos élèves qui sont en petite santé, ça ne veut pas dire qu'ils sont malades, non, mais qui sont, j'allais dire, atteints par les phénomènes de sédentarité qu'on connaît, et quid de certaines filles qui ne trouvaient pas, et qui ne trouvent pas dans l'offre de formation qu'on leur proposait, qui était plutôt saturée testostérone, leur bonheur. Bon. Et moi, il me semble que ça a été un de nos constats, de dire, bon, on fait ce qu'il faut pour nos élèves sportifs, mais quand même, puisque c'est obligatoire, l'éducation physique et sportive, il faut peut-être renverser les ordres de priorité et se poser la question de ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont, tout le monde en a besoin, c'est clair, mais ceux peut-être qui en ont le plus besoin, c'est ceux qui étaient des laissés pour compte et qui ne trouvaient pas leur compte dans l'offre de formation qu'on leur proposait. Bien. Autre constat, une très faible visibilité de notre discipline. Hors de notre microcosme, je peux vous dire qu'au fur et à mesure de ma trajectoire professionnelle, j'ai donc été en contact avec des gens qui étaient de moins en moins en EPS, et c'est quelque chose qui m'a frappé. Je le disais tout à l'heure à des collègues, on m'a toujours dit, vos professeurs d'EPS, alors je disais, c'est pas les miens, c'est ceux de l'institution, c'est des gens formidables. C'est les rois de l'évaluation, les rois du projet, les rois d'interdisciplinarité, les meilleurs profs principaux, et ainsi de suite. Bon. Mais on ne m'a jamais dit, ou très très peu, vos profs d'EPS sont formidables parce qu'ils apprennent à nager, parce qu'ils apprennent à connaître, mieux connaître son corps. Vous voyez des choses comme ça. C'est-à-dire que, au niveau de la visibilité externe à notre microcosme, là je crois qu'on voit à peu près tous la même chose. Bon. Eh bien, ce que j'appelle moi les décideurs, voire parce que ce sont des électeurs, ou parce que ce sont, administrativement parlant, des recteurs, des inspecteurs d'académie, et ainsi de suite, l'éducation physique et sportive a une très bonne image, une bonne visibilité au niveau de ses professeurs. Alors, on n'a pas dit tout le temps que c'était les meilleurs du monde, évidemment, mais cette identité d'appartenance à quelque chose de bien, de positif, on l'a, mais l'identité de reconnaissance, à savoir ce qui fait le cœur de notre métier, nous ne l'avons pas. Et ça participe à notre illisibilité. Combien de fois on a dit, en toute bonne foi, ah ouais, le prof de sport, là c'est bien, ouais, il fait du sport, ah oui, quel sport. Vous voyez, on a du mal, certains en tout cas, ont du mal, et nous les premiers, à dire véritablement ce que l'on fait. Alors, ça vient de loin, cette affaire-là, ça vient de loin. Lorsqu'entre collègues, on dit qu'est-ce que tu fais? On dit je fais du bad, je fais du step, je fais de l'athlé. Vous voyez? Bon. Les profs de lettres ne disent pas je fais Molière, ou le prof de philo ne dit pas je fais Kant, je fais Nietzsche, je fais Schopenhauer. Nous, on est, vous voyez, dans notre vocabulaire, sur les activités physiques et sportives. Alors évidemment, ça dépasse. Évidemment. Mais de l'extérieur, je vous avoue que la lisibilité de l'éducation physique est très très faible. Est très très faible. Ça ne vient pas seulement parce que ces gens-là, ces quinquas, ces sexagénaires dont je parle, là, qui sont aux manettes, ont eu de l'EPS qui datait de 69 et 79, il faut quand même avoir cette espèce de généalogie-là. Mais c'est aussi parce que nous, peut-être, nous ne rendons pas assez clair dans nos textes et dans nos pratiques quotidiennes et dans notre vocabulaire ce que nous faisons exactement. Donc on a une grande identité d'appartenance, je dis souvent, prof de PS un jour, prof de PS toujours, et je pense qu'au-delà de nos oppositions idéologiques, syndicales, politiques, on fait partie d'un microcosme quand même, et on a nos rites, on a notre langage, on a notre survêtement, tout un tas de choses, mais on a une très très faible identité de reconnaissance. Et je pense que ça a été un de nos constats. C'était dans le carrière de Charles, en fait, de rendre les choses visibles, mais ça a été un de nos constats. Bien. Alors, des options clairement exprimées. Pour ceux que ça intéresse, et je pense que ce n'est pas un secret d'État, mais j'avais en 2007-2008 envoyé à tous les IPR de France et de Navarre et d'Outre-mer
un argumentaire, des éléments de langage, comme on dit maintenant, pour accompagner l'explication des, comment dirais-je, des programmes qui allaient venir. Hein. Je ne sais pas si Odile, tu n'étais pas encore tout à fait 2007, donc tu as dû recevoir ça. Alors, pour les formateurs qui seraient intéressés, je suis prêt à vous envoyer ces éléments de langage, cet argumentaire. Bon. Et dans cet argumentaire, évidemment, nous avons dit, je disais, explicitement les options, notre idéologie en fait, qui sous-tendait ces programmes. Alors, la première, c'était de répondre aux différents cahiers de charges, de rendre les choses plus visibles, d'homogénéiser l'enseignement de l'éducation physique sans l'uniformiser. Je souhaiterais arrêter 30 secondes entre ces deux mots. Il ne s'agissait pas de faire à la Jules Ferry, où tous les profs de PS au même moment, s'ils choisissent la même activité, auraient fait la même chose. Non, ça aurait été homogéné, ça aurait été uniformisé, mais on a voulu homogénéiser. De notre point de vue, ce qui se passait au niveau des, comment dirais-je, des établissements était très très centrifuge. Très centrifuge, et ça, de notre point de vue, c'était au détriment de la visibilité de l'éducation physique. Et voire du métier de professeur de PS. Dire clairement, ça c'est un nom, ce qui est attendu des enseignants lorsqu'ils choisissent d'utiliser tel ou tel APS. Bon. On n'était plus dans l'idée, tu choisis le volet, tu choisis le machin, et après, c'est à toi de décliner ce que où tu veux aller. Là, on s'est dit, c'est peut-être, et on l'assume, à partir du moment où on choisit telle ou telle activité, il faut atteindre telle ou telle chose. Là, c'est la problématique des compétences à venir. Je sais que ça fait grogner, grincer, mais en réalité, nous nous alignons sur les pratiques des autres disciplines. Exactement, on n'est pas ni mieux ni meilleur, on s'alignait sur ces pratiques-là. Alors, comme dirait Pierre Arnaud, ça participe peut-être à la scolarisation et à l'orthodoxie scolaire, certainement. Bon. Et on avait aussi l'ambition de faire des textes ayant des ambitions, en tout cas non calquées sur le moins-disant. Et ça, on l'assume si vous voulez, c'est que lorsque les textes sont parus, on a eu des réflexions. Ouais, mais là vous nous dites qu'il faut apprendre à nager, mais on n'a pas de piscine. Là vous nous dites qu'il faut construire une compétence, la numéro 3, où il faut se donner à voix, hein, mais je ne sais pas, je suis incompétent en danse, où je n'ai pas de matériel en chimie, ainsi de suite. Ou là vous nous dites CP2, contribuer à cette magnifique compétence propre, essayer d'explorer un milieu plus ou moins connu, mais on n'a pas ceci, cela. Bon. Si on était rentré dans ce système de doléances en disant, bon, puisque certains ne peuvent pas le faire, on ne le fait pas, et ainsi de suite, on aurait été sur le moins-disant. Et on a tenu bon pour proposer quelque chose qui, je le reconnais, a posé problème et pose encore problème à pas mal d'équipes. Mais on a voulu montrer qu'on avait des ambitions. Et grâce à ce texte, pas partout, mais de nombreuses équipes ont pu, en s'appuyant sur un texte réglementaire, je vous rappelle, c'est un décret quand même, hein, le dernier programme. Hein. C'est pas une circulaire comme les instructions officielles de 67, qu'on rappelle aussi. En s'appuyant là-dessus, on pu aller vers des activités, donc construire des compétences qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc moi je pense qu'un des, un des avantages de cette matrice, c'est d'avoir permis d'avoir mis en mouvement une éducation, d'avoir diversifié l'éducation physique et sportive, en choisissant d'autres activités et en allant sur autre chose. Je pense qu'il est difficile de démontrer le contraire. Alors ça posait problème, ça pose encore problème, mais ce n'était pas dans notre esprit un texte moins-disant. Alors, la matrice disciplinaire dans les programmes de PS du collège, de la voie pro, ainsi de suite. De mon point de vue, et là encore je suis subjectif, elle est formée de 5 éléments que l'on retrouve dans les 3 programmes. Une finalité, des objectifs, un couple de compétences, les CP, les CMS. J'insiste sur le mot couple. C'est pas les CP d'un côté, les CMS de l'autre. Hein. C'est un artefact qui fonctionne indissociablement ensemble.
hein, des APSA listés à 2 niveaux, un niveau national, un niveau académique, et des compétences attendues pour chacune des APSA. Alors, cette matrice, on peut la voir, ça c'est un descriptif, on peut la voir organisée systématiquement autrement. Alors, de mon point de vue, une matrice doit rendre explicite le pourquoi et le quoi d'une discipline, quelle que soit la discipline. Le pourquoi, qui répond à la question, pourquoi il y a de l'EPS? Pourquoi on rémunère 36 000 professeurs d'EPS en France? Pourquoi on utilise ces installations? Pourquoi les élèves ont de l'éducation physique et sportive obligatoire? Eh bien, à mon avis, ce pourquoi il est niché dans ce qu'on a appelé la finalité et les objectifs. Ensuite, le quoi? Eh bien, c'est le couple formé par les CP et les CMS, c'est la liste nationale et académique des APSA, et ce sont les compétences attendues pour chacune des APSA. Alors vous allez me dire, souvent, lorsqu'on dit le pourquoi, le quoi, on dit et le comment. Bien. Alors le comment, vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Je ne pense pas qu'une matrice, contrairement à peut-être ce que pourrait penser Michel Develay, et je ne pense pas qu'une matrice, ni un programme, n'ait à dire le comment enseigner une discipline. Ça, de mon point de vue, ça relève de la liberté et du génie pédagogique et didactique de chacun des enseignants. C'est pour ça que nos programmes sont assez peu, explicites sur le comment des choses. Même si nos programmes sont sur le comment parfois plus explicites que certaines autres disciplines. Vous voyez, dans le programme du collège, par exemple, il y a, si vous le visualisez, ou si vous l'avez appris, ou si vous l'avez lu, il y a un chapitre autour de comment organiser le parcours des élèves. Bon, ça, c'est le comment. Et de mon point de vue, ça ne fait pas partie de la matrice. Les développements que nous avons sur la prise en compte des élèves handicapés, ça ne fait pas partie de la matrice. Le développement que nous avons sur le savoir nager dans le programme du collège, ne fait pas partie de la matrice. Vous voyez? De mon point de vue, ça peut être discutable, on va en discuter, mais en tout cas, nous l'avons écrit comme ça. La matrice, elle doit répondre le plus clairement possible au pourquoi et au quoi. Le comment, ma foi, c'est à la liberté de nos, de nos collègues.